Chapitre 10. Le chaman. En débarquant dans le port situé à l'embouchure du fleuve Yenisei, Lee Scoresby découvrit avec stupeur un endroit en plein chaos. Les pêcheurs tentaient désespérément de vendre aux conserveries les rares poissons appartenant à des espèces inconnues, qu'ils avaient pris dans leurs filets. Les propriétaires de bateaux pestaient contre les autorités qui avaient augmenté les taxes portuaires afin de contrebalancer le coût des inondations. Quant aux chasseurs et aux trappeurs, ils erraient en ville, désœuvrés, empêchés d'exercer leur profession du fait du dégel rapide de la forêt et du comportement inhabituel des animaux. Il ne serait pas facile de pénétrer à l'intérieur des terres en empruntant la route, c'était une certitude, se dit Lee Scoresby. En temps normal, cette route n'était qu'une vulgaire piste de terre gelée au milieu de la toundra, et maintenant que le permafrost lui-même commençait à fondre, la surface ressemblait à un marécage de boue. Après avoir remisé son ballon et tout son équipement dans un hangar, Lee loua un bateau à moteur grâce à son or qui, soit dit en passant, diminuait rapidement. Il acheta des provisions et plusieurs bidons de carburant, après quoi il s'élança sur le fleuve en crue. Tout d'abord, il progressa lentement. Le courant était violent et les eaux charriaient toutes sortes de débris. Des troncs d'arbres, des broussailles, des animaux morts, et même le cadavre boursouflé d'un homme. Lee devait piloter avec prudence, tout en poussant au maximum le petit moteur. Il se dirigeait vers le village de la tribu de Grumman. Pour se guider, il n'avait que sa mémoire, car il avait survolé cette région quelques années auparavant, mais il n'eut guère de difficulté à repérer le bon chemin au milieu des cours d'eau tumultueux, bien que certaines rives aient complètement disparu sous des alluvions d'un brun laiteux. Le changement brutal de température avait perturbé les insectes, et un gigantesque nuage de moucherons étendait un voile sur tout le paysage. Pour les repousser, Lee s'enduisit le visage et les mains d'une pommade à base de stramoine, et se mit à fumer sans interruption de petits cigares à l'odeur âcre. Quant à Esther, il restait assis à l'avant du bateau, l'air taciturne, ses longues oreilles plaquées contre son dos brillant, les yeux plissés. Lee était habitué au silence de son démon. L'un et l'autre ne parlaient jamais pour ne rien dire. Au matin du troisième jour, Lee remonta avec son petit canot le courant d'une rivière qui rejoignait le fleuve, en descendant d'une chaîne de collines qui aurait dû disparaître sous une épaisse couche de neige, mais qui était constellée de plaques de terre brune. La rivière serpentait au milieu des pins et des sapins. Après quelques kilomètres, ils atteignirent un énorme rocher rond de la taille d'une maison, au pied duquel Lee accosta et attacha son canot. Depuis le temps, il y avait une débarcadère ici, dit-il à Esther. Tu te souviens du vieux chasseur de phoques de Nova Zambla qui nous en a parlé? Je parie qu'il est 6 pieds sous terre maintenant. J'espère qu'ils ont assez de bon sens pour bâtir leur village en hauteur, répondit le démon en sautant à terre. Une demi-heure plus tard, Lee déposait son bagage devant la maison en bois du chef du village. Il se retourna pour saluer la petite foule qui s'était rassemblée dès son arrivée. Après avoir mimé le geste qui, dans le nord, signifiait amitié, il abandonna son fusil à ses pieds. Un vieux tartare de Sibérie, dont les yeux disparaissaient presque au milieu d'un réseau de rides, déposa son arc à côté du fusil. Son démon glouton regarda Esther en remuant le nez, et le démon de Lee répondit en agitant une oreille. Le chef du village prit la parole. Les deux hommes passèrent en revue une demi-douzaine de langages avant de trouver celui dans lequel ils pouvaient communiquer. Mes respects à vous et à votre tribu, dit Lee. J'ai là quelques feuilles à fumer, qui ne sont pas excellentes, mais je serais honoré de vous les offrir. Le chef remercia d'un hochement de tête, et l'une de ses épouses reçut le petit paquet que Lee avait sorti de son sac. Je suis à la recherche d'un dénommé Grumman, dit Lee. J'ai entendu dire qu'il était devenu l'un des vôtres par adoption. Peut-être a-t-il changé son nom, mais c'est un Européen. Ah, Fit le chef de la tribu. on vous attendait. Les autres habitants du village, rassemblés dans la faible lueur du soleil vaporeux, sur le sol boueux au milieu des huttes, ne comprenaient pas les paroles échangées par les deux hommes. Mais ils voyaient que leur chef était ravi. Ravi et également soulagé, songea Lee par le biais de Esther. Le chef hocha la tête à plusieurs reprises.
On vous attendait. répéta-t-il. Vous venez pour emmener le docteur Grumman dans l'autre monde. Lee ne put cacher son étonnement, mais il répondit simplement. C'est possible? Il est ici? Suivez-moi. Les habitants du village s'écartèrent respectueusement. Comprenant le dégoût qu'éprouvait Esther à l'idée de devoir sautiller dans toute cette boue, Lee prit son démon dans ses bras et son sac sur l'épaule, suivit le chef de la tribu sur un chemin forestier conduisant à une hutte isolée, située à 10 jets de flèches du village, dans une clairière au milieu des mélèzes. Le chef s'arrêta dans la hutte, une structure de bois tendue de peaux de bête. Elle était décorée de défenses de sangliers, de bois d'élan et de rennes. On y avait accroché des fleurs séchées et des branches de sapin soigneusement tressées, comme pour un rituel. Il faut lui parler avec beaucoup de respect, Murmura le chef. C'est un chaman, et il a le cœur malade. Lee sentit un frisson lui parcourir le dos, et Esther se raidit dans ses bras en constatant soudain qu'on les observait depuis leur arrivée. Au milieu des fleurs séchées et des branches de sapin brillait un grand œil jaune. C'était un démon. Sous le regard hébété de Lee, il tourna la tête, saisit délicatement une branche de sapin avec son bec puissant et la tira devant l'ouverture. Le chef du village lança quelques mots dans sa langue, s'adressant à l'homme qui se trouvait à l'intérieur de la hutte en utilisant le nom qu'avait mentionné le vieux chasseur de phoques, Jopari. Peu après, le rabat s'ouvrit. Un homme apparut, vêtu de peau et de fourrure, décharné, le regard fiévreux. Ses cheveux noirs étaient striés de mèches grises, sa mâchoire volontaire saillait, et son démon Balbuzard, perché sur son poing, jetait des regards noirs. Le chef du village s'inclina 3 fois et se retira. Docteur Grumman, je m'appelle Lee Scoresby, je viens du Texas, et je suis aéronaute de profession. Si vous m'autorisez à m'asseoir et à discuter avec vous un instant, je vous expliquerai la raison de ma venue. Car je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Vous êtes bien le docteur Stanislaus Grumman de l'Académie de Berlin. En effet, répondit le chaman. Et vous venez du Texas, dites-vous? Les vents vous ont entraîné bien loin de votre terre natale, monsieur Scoresby. D'étranges vents balayent le monde depuis quelque temps, monsieur. C'est juste. Le soleil est doux aujourd'hui. Il y a un banc dans ma hutte. Si vous m'aidez à le sortir, nous pourrons nous asseoir dans cette agréable lumière et bavarder. J'ai fait du café, si cela vous tente. C'est très aimable, monsieur. Lee sortit le banc de la hutte pendant que Grumman allait chercher la casserole posée sur le réchaud et versait le café brûlant dans 2 tasses en fer blanc. Son accent n'était pas allemand, constata Lee, mais plutôt anglais. D'Angleterre, précisément. Le directeur de l'observatoire avait donc raison. Dès qu'ils furent installés, Esther, assis à côté de Lee, les yeux plissés, impassible comme toujours, et le grand démon Balbuzard, regardant le soleil d'un air farouche, le Texan commença son récit. Il commença par sa rencontre avec John Fa, le seigneur des Gitans à Trollsund, et raconta comment ils avaient recruté Yorek Birnison, l'ours en armure, et voyagé jusqu'à Bolvangar pour libérer Laïra et les autres enfants. Il lui rapporta ensuite ce qu'il avait appris de la bouche de Laïra et de Serafina Pekala, à bord de son ballon, pendant qu'il volait vers Svalbard. Voyez-vous, docteur Grumman, il m'a semblé à la façon dont la fillette m'a décrit la scène que Lord Asriel avait simplement brandi cette tête coupée, conservée dans la glace devant tous ces érudits. Et ceux-ci étaient tellement effrayés qu'ils n'ont pas regardé de plus près. J'en ai déduit que, peut-être, vous étiez encore en vie. De toute évidence, monsieur, vous êtes une sorte de spécialiste dans ce domaine. On n'a cessé de me parler de vous tout au long de la côte arctique. On m'a raconté comment vous vous êtes fait percer le crâne, on m'a dit que vos sujets d'étude alternaient les prélèvements au fond de l'océan et l'observation des lumières du Nord, et il paraît que vous êtes apparu tout à coup, voici une dizaine d'années, venant de nulle part. Tout cela a éveillé mon intérêt. Toutefois, ce n'est pas uniquement la curiosité qui m'a attiré jusqu'ici, docteur Greyman. À vrai dire, je m'inquiète au sujet de cette fillette. Je crois qu'elle a un rôle capital à jouer et les sorcières partagent cet avis. Si vous savez quelque chose sur elle et sur tout ce qui se passe, j'aimerais que vous m'en parliez. Comme je vous l'ai dit, j'ai la conviction que vous pouvez me renseigner. C'est pourquoi je suis venu jusqu'ici. Mais à moins de me tromper, monsieur, j'ai entendu le chef du village dire que j'étais venu pour vous conduire dans l'autre monde.
Ai-je bien compris le sens de ces paroles? Encore une dernière question. Comment vous a-t-il appelé? S'agit-il d'une sorte de nom tribal, d'un titre de magicien? Grumman esquissa un sourire. Il m'a appelé par mon véritable nom, John Parry. Et c'est vrai, vous êtes venu pour me conduire dans l'autre monde. Quant à ce qui vous a amené jusqu'ici, vous allez le savoir. En disant cela, il ouvrit la main. Dans sa paume reposait un objet que Lee reconnut, sans comprendre ce qu'il faisait là, car il s'agissait d'une bague en argent et turquoise, ornée d'un motif navajo. La bague que portait sa mère. Il connaissait bien son poids, et la douceur de la pierre, la manière dont l'orfèvre avait pris soin de replier le métal sur le coin où la pierre était ébréchée, et il savait que le coin endommagé avait fini par se polir avec l'usure, car il l'avait souvent caressé du bout des doigts. Il y avait des années et des années de cela, quand il était enfant, dans les prairies désertiques de sa terre natale. Lee s'était levé sans même s'en apercevoir. Esther s'était redressé lui aussi, en tremblant, les oreilles droites. Le balbuzard était venu se placer à l'insu de Lee, entre le Texan et Grumman, afin de protéger celui-ci sans doute. Mais Lee n'avait pas l'intention de l'attaquer. Il se sentait anéanti. Il avait l'impression d'être redevenu un enfant, et c'est d'une voix crispée et mal assurée qu'il demanda D'où tenez-vous cette bague? Prenez-la, dit Grumman, ou Paris. Elle a accompli son travail. C'est elle qui vous a fait venir. Je n'en ai plus besoin. Mais comment? Demanda Lee, en récupérant l'objet aimé dans la paume de Grumman. Je ne comprends pas. Comment vous avez pu? Comment avez-vous eu cette bague? Je ne l'ai pas vue depuis 40 ans. Je suis un chaman. Je peux faire un tas de choses que vous ne comprenez pas. Asseyez-vous, monsieur Scoresby, restez calme. Je vais vous raconter tout ce que vous avez besoin de savoir. Lee se rassit en caressant la bague. Je suis ébranlé, je l'avoue. Expliquez-moi. Très bien, dit Grumman. Je commence. Comme je vous l'ai dit, je m'appelle Paris et je ne suis pas né dans ce monde. Lord Asriel n'est certainement pas le premier à être passé d'un monde à l'autre, même s'il fut le premier à ouvrir la voie de manière aussi spectaculaire. Dans mon monde, j'ai d'abord été soldat, puis explorateur. Il y a 12 ans, j'accompagnais une expédition dans une contrée lointaine qui correspond à votre Beringland. Mes compagnons avaient tous des motivations différentes. Quant à moi, j'étais à la recherche d'une chose dont parlaient les vieilles légendes. Une déchirure dans l'étoffe de l'univers, un trou qui était apparu mystérieusement entre notre monde et un autre. Certains de mes compagnons se sont perdus au cours de cette expédition. En partant à leur recherche avec 2 autres explorateurs, nous avons franchi ce trou, cette porte, sans le vouloir, ni même nous en apercevoir. Et nous avons ainsi quitté notre monde. D'abord, nous n'avons pas compris ce qui se passait. Nous avons continué à marcher jusqu'à ce que nous atteignions une ville. À ce moment-là, plus aucun doute ne fut possible. Nous étions dans un autre monde. Malgré tous nos efforts, jamais nous ne pûmes retrouver cette porte. Nous l'avions franchie en plein brouillard. Vous connaissez bien l'Arctique, vous savez ce que ça signifie. Nous étions donc condamnés à demeurer dans ce monde-là, et nous ne tardâmes pas à découvrir combien il était dangereux. Apparemment, cet endroit était hanté par une sorte de goule étrange, ou plutôt une espèce de spectre aussi mortel qu'implacable. Mes 2 compagnons périrent peu de temps après, victimes des spectres, ainsi qu'on appelle ces créatures. Leur univers était un lieu de cauchemar et j'avais hâte de le quitter. Hélas, tout retour vers mon monde m'était interdit désormais, pour toujours. Mais il existait d'autres passages vers d'autres mondes, et après quelques recherches, j'ai découvert le passage conduisant à celui-ci, et je me suis retrouvé ici même. À peine arrivé, j'ai eu une merveilleuse surprise, monsieur Scoresby, car les mondes sont extrêmement différents, et c'est ici que j'ai fait la connaissance de mon démon. Et oui, j'ignorais l'existence de Sayan Kotor avant d'arriver ici. Vos semblables ne peuvent concevoir des mondes où les démons se réduisent à une voix silencieuse enfouie dans l'esprit et rien d'autre. Pouvez-vous imaginer ma stupéfaction à moi aussi en apprenant qu'une partie de ma personnalité était en réalité une magnifique créature ressemblant à un oiseau? C'est ainsi que désormais, accompagné de Sayan Kotor,
Je voyageais à travers les territoires du Nord, et j'appris beaucoup de choses au contact des peuples de l'Arctique, comme mes bons amis de ce village. Ce qu'ils m'enseignèrent sur ce monde m'aida à combler certaines lacunes dans les connaissances que j'avais accumulées dans mon monde, et je commençai à percevoir les réponses à certains mystères. Je me rendis à Berlin sous le nom de Grumman. Je ne parlais à personne de mes origines, c'était mon secret. Je présentai une thèse à l'académie et la soutins en public, comme le veut leur tradition. Étant mieux informé que les académiciens eux-mêmes, je n'eus aucun mal à être reçu dans leur rang. Grâce à ces nouveaux titres, je pus commencer à travailler dans ce monde où, dans l'ensemble, je me sentais heureux. Évidemment, je me languissais de certaines choses de mon passé. Êtes-vous marié, monsieur Scoresby? Non? Eh bien moi je l'étais, et j'aimais énormément ma femme, et j'adorais mon fils, mon seul enfant, un petit garçon qui n'avait même pas un an à l'époque où, sans le vouloir, j'ai quitté mon monde. L'un et l'autre me manquent terriblement, mais j'aurais pu chercher pendant des milliers d'années sans jamais trouver le chemin du retour. Nous étions séparés pour toujours. Heureusement mon travail m'absorbait. J'étais à la recherche d'autres formes de savoir. Je fus initié au culte du crâne, et je devins chaman. Je fis également quelques découvertes utiles. Ainsi, je trouvai le moyen de fabriquer à partir de mousse magique une pommade qui conserve toutes les vertus de la plante fraîche. Je sais énormément de choses sur ce monde maintenant, monsieur Scoresby. Je connais par exemple l'existence de la poussière. Je vois à votre expression que ce terme ne vous est pas inconnu. Il fait trembler de peur vos théologiens, mais moi, ce sont eux qui m'effrayent. Je sais ce que prépare Lord Asriel, et je sais pourquoi. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir jusqu'ici. J'ai décidé de l'aider, voyez-vous, car la tâche qu'il a entreprise est la plus grande de toute l'histoire de l'humanité. La plus grande depuis 35 000 ans d'histoire humaine, monsieur Scoresby. Personnellement, je ne peux pas faire grand-chose. Mon cœur est très malade, et personne dans ce monde n'a le pouvoir de le soigner. Peut-être me reste-t-il encore assez de force pour accomplir un dernier effort. Or, je sais une chose que Lord Asriel ignore. Une chose qu'il doit absolument savoir s'il veut atteindre son objectif. J'étais très intrigué, voyez-vous, par ce monde maudit où les spectres se nourrissent de la conscience humaine. Je voulais savoir ce qu'ils sont véritablement, comment ils se sont formés. En ma qualité de chaman, il m'est possible de découvrir par le biais de l'esprit des domaines où je ne peux m'aventurer physiquement, et je passe de longs moments en état de transe pour explorer cet autre monde. Ainsi, j'ai appris que les philosophes de là-bas ont créé, il y a un siècle, un outil qui a causé leur perte, un instrument qu'ils nomment le poignard subtil. Celui-ci possède de nombreux pouvoirs, plus qu'il ne l'avait imaginé en le fabriquant, bien plus même qu'il ne l'imagine encore aujourd'hui, et d'une manière ou d'une autre, en l'utilisant, ils ont laissé entrer les spectres dans leur monde. Je connais l'existence de ce poignard subtil, et je sais ce dont il est capable. Je sais également où il se trouve, et je sais comment reconnaître la personne qui doit l'utiliser. Enfin, je sais ce que doit faire cette personne pour servir la cause de Lord Asriel. J'espère qu'elle sera à la hauteur de cette tâche. C'est pourquoi je vous ai attiré jusqu'ici, pour que vous m'emmeniez dans le nord avec votre ballon, dans ce monde ouvert par Lord Asriel, où je pense trouver le porteur du poignard subtil. Attention, c'est un monde dangereux, je vous l'ai dit. Ces spectres sont plus redoutables que tout ce qui existe dans votre monde ou le mien. Nous devrons faire preuve de prudence et de courage. Je ne reviendrai pas. Et si vous voulez revoir votre pays, vous aurez besoin de toute votre bravoure, de toute votre expérience, et d'une bonne dose de chance. Voilà quelle est votre mission, monsieur Scoresby. Voilà pourquoi vous êtes venu jusqu'à moi. Après cette longue tirade, le chaman se tut. Son visage était blême, couvert de sueur. C'est l'idée la plus folle que j'ai jamais entendue de toute ma vie, dit Lee. Trop énervé pour tenir en place, il se leva et marcha de long en large devant la hutte, sous le regard figé de Esther, assis sur le banc. Grumman avait les yeux mi-clos. Son démon, installé sur ses genoux, observait Lee avec méfiance. Voulez-vous de l'argent? Demanda finalement le chaman. Je peux vous offrir de l'or. Ce n'est pas difficile à fabriquer. Bon sang, je ne suis pas venu ici pour de l'or, s'exclama Lee avec fureur. Je suis venu. Je suis venu voir si vous étiez effectivement vivant, comme je le supposais. Ma curiosité est satisfaite sur ce point. Vous m'en voyez ravi. Mais ce n'est pas la seule raison, ajouta Lee.
et il évoqua le conseil des sorcières au lac Enara et leur serment solennel. Comprenez bien une chose, conclut-il. Cette fillette, Lyra, c'est pour elle que j'ai décidé d'aider les sorcières au départ. Vous affirmez m'avoir attiré jusqu'ici grâce à cette bague Navajo. C'est peut-être vrai, peut-être pas. Ce que je sais en revanche, c'est qu'en venant ici, je pensais aider Lyra. Jamais je n'ai connu une enfant comme elle. Si j'avais une fille, j'aimerais qu'elle soit seulement à moitié aussi forte, aussi généreuse et aussi courageuse. J'avais entendu dire que vous aviez connaissance d'un objet qui confère une protection absolue à quiconque le possède. J'ignorais de quoi il s'agissait, mais d'après ce que vous me dites, je pense qu'il s'agit de ce poignard subtil. Si vous voulez que je vous conduise dans l'autre monde, docteur Grumman, voici quel est mon prix. Je ne veux pas d'or, je veux ce poignard, pas pour moi, mais pour Lyra. Jurez-moi que vous lui offrirez la protection de cet objet, et alors je vous emmènerai là où vous voulez. Le chaman l'avait écouté attentivement. Très bien, monsieur Scoresby, dit-il. Je vous le jure. Avez-vous confiance en ma parole? Sur quoi êtes-vous prêt à jurer? Je vous laisse le choix. Lee réfléchit. Jurez sur cette chose ou cette personne qui vous a poussé à rejeter l'amour d'une sorcière. Je suppose que, pour vous, c'est ce qui compte le plus au monde. Grumman ne put masquer son étonnement. Vous supposez bien, monsieur Scoresby. C'est avec plaisir que je jure sur cette personne. Je vous donne ma parole que je ferai tout pour que cet enfant, Lyra Bellaka, soit sous la protection du poignard subtil. Mais je vous préviens, le porteur du poignard est lui aussi investi d'une mission, et il se peut qu'en voulant l'accomplir, il court un danger encore plus grand. Lee hocha la tête. C'est possible, dit-il. Mais malgré les risques, je veux qu'elle ait ce couteau. Vous avez ma parole. Il faut maintenant que je me rende dans ce nouveau monde, et c'est à vous de m'y emmener. Et le vent? Votre état de santé vous aurait-il empêché d'observer les conditions atmosphériques par hasard? Laissez-moi m'occuper du vent. Lee acquiesça sans rien dire. Il se rassit sur le banc sans cesser de caresser la bague en turquoise, pendant que Grumman rassemblait les quelques affaires dont il avait besoin dans une besace en peau de renne. Après quoi, les deux hommes empruntèrent le sentier au milieu des bois pour retourner au village. Le chef leur parla longuement. Pendant ce temps, les membres de la tribu ne cessaient d'affluer pour toucher la main de Grumman, lui murmurer quelques mots et recevoir en retour ce qui ressemblait à une bénédiction. Lee Scoresby, quant à lui, observait le ciel. Il était dégagé au sud, et une brise fraîche venait de se lever, faisant tourbillonner les brindilles sur le sol et agitant des cimes de pin. Au nord, le brouillard flottait toujours au-dessus du fleuve en crue, mais pour la première fois depuis des jours et des jours, se dessinait une promesse d'éclaircie. Arrivé au rocher où se trouvait autrefois l'embarcadère, Lee hissa le sac de Grumman à bord du canot et fit le plein. Le petit moteur démarra du premier coup. Il largua les amarres et, le chaman étant assis à l'avant, l'embarcation dévala le courant sous la voûte des arbres pour déboucher dans le lit du fleuve, si vite que Lee s'inquiéta pour Esther, accroupie au bord du canot. Son démon était pourtant un voyageur aguerri. Pourquoi diable était-il si nerveux? En atteignant le port situé à l'embouchure du fleuve, ils découvrirent avec stupéfaction que tous les hôtels, toutes les pensions et même toutes les chambres d'hôtes avaient été réquisitionnés par des soldats. Et pas n'importe quels soldats. Il s'agissait des troupes de la garde impériale de Moscovie, l'armée la plus entraînée, la plus féroce et la mieux équipée au monde, entièrement dévouée à la défense du pouvoir du magisterium. Lee avait l'intention de se reposer une nuit avant de s'envoler, car Grumman semblait en avoir besoin, mais impossible de trouver un lit. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il au loueur de canot, en lui rapportant celui qu'il avait utilisé. On n'en sait rien. Le régiment est arrivé hier, et ils ont réquisitionné tous les logements, la moindre miette de nourriture et toutes les embarcations. Ils auraient pris ce canot également, si vous n'étiez pas déjà parti avec. Savez-vous où ils comptent aller? Dans le nord, répondit le loueur de canot. Une guerre va avoir lieu, au dire de tout le monde. La plus grande guerre qu'on ait jamais connue. Dans le nord? Dans ce nouveau monde? Exact, et d'autres troupes vont arriver. Ce régiment n'est que l'avant-garde. Dans une semaine, il ne restera plus une seule miche de pain, ni un seul litre d'alcool en ville. Vous m'avez rendu un sacré service en prenant ce bateau. Les prix ont déjà doublé.
Inutile de chercher à se reposer désormais, même si par miracle il trouvait un endroit pour dormir. Inquiet au sujet de son ballon, Lee se rendit aussitôt au hangar où il l'avait laissé, accompagné de Grumman. Celui-ci le suivait sans se plaindre. Certes, il paraissait mal en point, mais c'était un homme robuste. Le propriétaire du hangar, occupé à vérifier une liste de pièces détachées du moteur devant un sergent de la garde impériale, leva brièvement la tête de ses feuilles. Le ballon? Ah, trop tard, dommage. Il a été réquisitionné hier, dit-il. Esther agita ses oreilles et Lee comprit le message. Sont-ils déjà venus le chercher? Demanda-t-il. Non, ils vont l'emporter cet après-midi. Eh bien non, déclara le Texan, car mon autorité surpasse celle de la garde impériale. Il mit sous le nez du propriétaire du hangar l'anneau qu'il avait arraché au doigt du Skrailing mort, à Nova Zambla. Le sergent qui se tenait à ses côtés devant le comptoir interrompit ce qu'il était en train de faire et se mit au garde à vous, à la vue du symbole de l'église, mais malgré son sens aigu de la discipline, il ne put réprimer un petit rictus de perplexité. Nous réquisitionnons ce ballon immédiatement, déclara Alice Corsby. Vous pouvez demander à vos hommes de le gonfler tout de suite, sans oublier les provisions, l'eau et le lest. Le propriétaire du hangar se tourna vers le sergent qui répondit par un haussement d'épaules. Puis il s'empressa de s'occuper du ballon. Lee et Grumman se dirigèrent vers la jetée, là où se trouvaient les citernes de gaz, afin de superviser le remplissage et de discuter loin des oreilles indiscrètes. D'où tenez-vous cet anneau? Demanda Grumman. Je l'ai ôté du doigt d'un mort. J'ai pris un risque en l'utilisant, mais je ne voyais pas d'autre moyen de récupérer mon ballon. Vous croyez que ce sergent a des doutes? Évidemment, mais c'est un soldat discipliné. Il ne veut pas s'opposer à l'Église. S'il donne l'alerte malgré tout, nous serons déjà loin avant qu'il puisse intervenir. Je vous avais promis un vent favorable, monsieur Scoresby. J'espère que celui-ci vous convient. Le ciel était bleu à présent, au-dessus de leur tête, et le soleil brillait de nouveau. Au nord, des nappes de brouillard flottaient encore, telle une chaîne de montagnes, au-dessus de la mer, mais la brise les repoussait de plus en plus loin vers le large, et Lee avait hâte de se retrouver dans les airs. Tandis que le ballon se remplissait de gaz et commençait à gonfler, là-bas, derrière l'extrémité du toit de l'entrepôt, Lee inspecta l'état de la nacelle dans laquelle il installa tout son matériel avec le plus grand soin, car comment savoir quelle turbulence il pouvait rencontrer dans cet autre monde? De même, il fixa ses instruments de navigation au montant de l'habitacle avec beaucoup d'attention, y compris la boussole dont l'aiguille s'affolait inutilement. En guise de lest, il attacha une vingtaine de sacs de sable tout autour de la nacelle. Lorsque le ballon rempli de gaz commença à pencher vers le nord sous l'effet des rafales de vent, et quand les cordes épaisses qui retenaient la nacelle au sol se tendirent, Lee paya le propriétaire du hangar avec l'or qui lui restait et aida Grumman à monter à bord. Cela étant fait, il se tourna vers les hommes postés à côté des cordes pour leur ordonner de les détacher. Mais avant qu'ils ne s'exécutent, ils furent interrompus par des bruits de bottes précipitées venant de la ruelle située sur le côté de l'entrepôt. Soudain, un ordre retentit. Halte! Les hommes qui s'apprêtaient à détacher les cordes s'arrêtèrent. Certains tournèrent la tête en direction de la ruelle, tandis que d'autres interrogeaient Lee du regard. Larguez les amarres, leur cria-t-il. Deux des hommes seulement obéirent, et le ballon s'éleva de travers. Mais les deux autres avaient les yeux tournés vers les soldats qui venaient de déboucher à grands pas au coin du bâtiment. Ces deux hommes tenaient toujours les cordes, et le ballon tanguait dangereusement. Lee s'agrippa à l'anneau de suspension. Grumman s'y accrochait lui aussi, et son démon l'avait coincé entre ses serres. Lâchez tout, bande d'idiots! S'écria Lee. Le ballon va s'envoler! La puissance du gaz était trop forte, et les hommes avaient beau lutter de toute leur force, ils étaient incapables de retenir le ballon. L'un des deux lâcha enfin la corde, qui se détacha comme un serpent qui se détend. Mais son camarade, sentant la corde lui échapper, s'y accrocha instinctivement, au lieu de la laisser filer. Lee avait déjà assisté à pareille scène, et il la redoutait. Le démon de ce pauvre homme, un Yuski corpulent, resté à terre, poussa un hurlement de terreur et de douleur. Tandis que le ballon s'élevait à toute allure dans le ciel, 5 secondes plus tard, brève et interminable, c'était fini. À bout de force, l'homme lâcha prise et tomba, à moitié mort, pour aller s'écraser dans l'eau. Mais les soldats avaient déjà levé leurs fusils. Une salve de balles frôla le ballon en sifflant.
L'une d'elles provoqua une étincelle en ricochant contre l'anneau de suspension, et Lee Scoresby ressentit une vive brûlure dans les mains, mais fort heureusement, il n'y eut pas le moindre dégât. Le temps que les soldats tirent leur deuxième salve, la montgolfière était quasiment hors d'atteinte. Elle grimpait dans le ciel à toute vitesse et s'éloignait au-dessus de la mer. Lee sentit son moral remonter en même temps que son ballon. Un jour, il avait dit à Séraphine Apekala que voler ne l'intéressait pas. Ce n'était qu'un métier pour lui. Mais il n'était pas sincère en disant cela. S'élever dans les airs avec un vent propice dans le dos et devant soi un nouveau monde, que pouvait-il y avoir de meilleur dans la vie? Il lâcha enfin l'anneau de suspension et constata que Esther s'était couchée dans son coin habituel, les yeux à demi clos. Du sol monta une dernière rafale de projectiles, aussi lointaine que fut-il. La ville rapetissait à toute allure, et l'immense plate de l'embouchure du fleuve scintillait dans le soleil tout en bas. Eh bien, docteur Grumman, dit Lee, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me sens mieux dans les airs. Je regrette que ce pauvre homme n'ait pas lâché la corde. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment, hélas. Si vous ne lâchez pas assez vite, vous n'avez plus aucune chance. Merci, monsieur Scoresby, dit le chaman. Vous vous en êtes très bien sorti. Maintenant que nous sommes partis, j'accepterai volontiers ces fourrures que je vois là. Le fond de l'air est frais.